Bon retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le panel d'introduction, plusieurs de nos intervenants ont parlé de l'importance des plans de relance et des infrastructures et que c'était une occasion. Pourquoi? Parce que la filière des bâtiments et des infrastructures, c'est celle qui consomme la plus grande quantité de ressources à l'échelle mondiale, en plus de générer des gaz à effet de serre, bien sûr, et des matières résiduelles. Alors, dans la prochaine heure, on va tenter de voir des pistes qui ont été mises de l'avant, justement, pour s'assurer qu'on optimise l'usage des bâtiments, parce que, on va le voir, le meilleur bâtiment, c'est celui qui n'a pas été construit, bien sûr, donc d'optimiser. Mais aussi de s'assurer que lorsqu'on déconstruit, puis on le sait au Québec, par exemple, 50% de nos infrastructures sont à mettre à niveau. On n'espère pas toutes les déconstruire, mais on aura à les mettre à niveau, donc les améliorer, certains à déconstruire. On pense au pont de l'île aux Tourtes. J'ai une pensée pour les gens de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on va voir avec nos invités comment on peut faire ça dans une pensée d'économie circulaire, dans une pensée de réduction de gaz à effet de serre. On a avec nous Adam Cornell de Unibuilder, je pense que ça serait mieux. Audrey Atwood des ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporés et Philémon Gravel. On va commencer d'ailleurs avec Philémon qui, tout au long de son parcours professionnel et académique, s'est intéressé à la recherche appliquée dans les domaines du réemploi des matériaux de construction, de la conversion de bâtiments patrimoniaux, de l'architecture temporaire et transitoire. Ça fait maintenant 5 ans que Philémon a cofondé Entremise. À titre de directeur général, il participe à toutes les étapes de projet afin de réaliser justement des projets pérennes. Alors, Philémon, bonjour. Bonjour, Philémon. Est-ce que votre micro est ouvert? Ça, c'est le mot de 2020-2021. Le voici. Vous m'entendez bien? Merci. Merci beaucoup d'être là, Philémon. Alors, je vous laisse la parole pour les 10 prochaines minutes. Oui, super. Mais déjà, je suis assez ravi que vous aviez présenté le projet de l'église à Saint-Adrien parce que c'est, à mon avis, la chose la plus importante. Si on parle de requalifier les bâtiments puis ne pas utiliser des nouveaux bâtiments, mais bien d'utiliser ceux qui sont déjà là. La question de trouver une vocation, je pense que ça va être la question la plus importante des prochaines années. Je vous présente Entremise. Entremise, c'est un organisme d'économie sociale en aménagement fondé en 2016, comme le dit Marie-Grégoire. Qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et on met en œuvre des projets d'occupation transitoire. C'est né juste un instant. C'est né d'une idée assez simple, d'un constat, c'est qu'il y a un immense gisement, je peux me permettre, de bâtiments vacants à Montréal, mais partout au Québec. Et on sait que cette période de vacances-là est normale dans le cycle de développement immobilier conventionnel. Puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre à profit cette période de vacances-là pour essayer de concevoir et de faire émerger des vocations à plus long terme. Ici, c'est une carte assez alarmante. C'est une carte du service des incendies de la Ville de Montréal qui montre tous les bâtiments vacants. Je pense que c'était une carte de 2017. C'est des données qui sont régulièrement mises à jour et qui montrent un peu tout le potentiel, mais aussi la problématique de la vacance. Juste à Montréal, en 2016, c'était 994 bâtiments qui étaient vacants, dont plusieurs, je pense plus d'une centaine étaient des bâtiments classés patrimoniaux. Puis on connaît bien la situation. Il y a eu plusieurs grandes pertes patrimoniales dues à des incendies, entre autres, mais aussi des pertes plus silencieuses dues à une longue dégradation qui a été causée par un long abandon. Après un certain moment d'abandon, le bâtiment est plus récupérable. Mon collègue Adam va en parler plus longuement, mais on sait que c'est presque 35% de tout ce qui est enfoui au Québec qui vient du milieu de la démolition, construction, rénovation. Donc, essayer d'utiliser l'existant à son plein potentiel, puis voir comment est-ce qu'on peut utiliser les bâtiments sans même faire des transformations majeures. Mais c'est un peu la mission qu'on s'est donnée à Entremise. C'est aussi un immense coût pour la société. L'hôpital Royal Victoria, que plusieurs connaissent, qui est au pied du Mont-Royal, mais coûte environ 7 500 000 par année à chauffer, entretenir, garder. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'horizon dans lequel le bâtiment va être qualifié. Je sais qu'il y a des discussions par rapport à McGill pour la requalification, mais c'est un processus qui va être très long. Pendant ce temps-là, c'est des pieds carrés chauffés à 23 degrés, gardés par des gardes de sécurité qui attendent patiemment un projet qui est très long à arriver. Puis en parallèle de tout ça, on connaît tout le besoin en espace abordable, en espace pour déployer des projets, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des organismes communautaires, des citoyens qui veulent tester des idées, qui ont besoin de pieds carrés pour générer et créer ces idées-là. Et à notre avis, il y a vraiment un lien à faire entre ces gisements de bâtiments vacants qui sont dans l'attente d'un projet à plus long terme et le besoin en espace. C'est de là qu'est née un peu l'idée d'entremise et de l'occupation transitoire. Je vais vous lire la définition qu'on a dit.
Donc, l'occupation transitoire est une stratégie immobilière complémentaire qui consiste à occuper rapidement et tel quel un bâtiment vacant afin de tester, enrichir ou bâtir un projet périn. À vocation collective ou abordable, l'occupation transitoire fédère une communauté d'occupants dans le bâtiment pour quelques mois ou quelques années. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet de protéger le bâtiment, de réactiver la vie locale et peut-être de préfigurer une vocation pérenne en bâtissant une communauté autour de ce projet-là. Donc, en clair, on commence une occupation, puis notre intention, c'est soit de bâtir un projet, tester un projet ou influencer un projet. C'est pas dit que ce qui va être testé dans le bâtiment va être le projet périn, mais on est convaincu, puis on a plein d'exemples à l'international qui démontrent que l'occupation transitoire fait émerger des idées, des vocations, des types de collaboration qui ne sont pas nécessairement faciles à trouver autour d'une table de réunion ou sur une page blanche d'un architecte. Donc, utiliser vraiment l'occupation transitoire comme une stratégie de développement immobilier conventionnel pour faire émerger des usages et des vocations, c'est un peu ça notre idée. Donc, on est parti avec cette idée-là. On a fait beaucoup de lobby puis de présentations pour faire exister cette idée-là dans la ville de Montréal, entre autres le Symposium Montréal Transitoire. Et après, on a fondé une organisation qui a comme mission de faire la ville ensemble. Donc, il y a aussi toute une notion d'immobilier collectif. On veut mettre les occupants transitoires au centre du projet de développement immobilier. Donc, on veut que les occupants soient en partie des partenaires du projet de développement. Notre équipe, c'est une équipe multidisciplinaire qui est composée de... Moi, je suis architecte de formation, des gens en finance, en communication, en patrimoine, en technologie de l'information. Donc, c'est un ensemble d'outils qui nous est nécessaire pour mettre en œuvre notre mission, qui est de concevoir des projets immobiliers transitoires. Donc, le projet conventionnel, bien, on analyse, puis ensuite, on propose une occupation. Donc, souvent, on a un programme fonctionnel et technique, puis il va falloir adapter le bâtiment à ce programme fonctionnel et technique, donc l'usage qu'on veut lui donner. La différence avec le projet d'occupation transitoire, c'est qu'on part de l'existant. Donc, on rentre dans le bâtiment, on regarde qu'est-ce qui est possible de faire à court terme avec le minimum de travaux, et aussi en termes réglementaires, en termes de zonage. Et on essaie de voir aussi quelles sont les forces vives autour du quartier, qui seraient intéressés à l'occuper, c'est quoi les objectifs du propriétaire, puis on conçoit un projet d'occupation qui se base sur ces prémices-là. Donc, on n'a pas à la base une idée de qu'est-ce qu'il va y avoir, mais on regarde qu'est-ce qui est possible de faire à court terme pour justement utiliser cette période de vacances à son plein potentiel. Donc, on commence par activer le bâtiment. Par la suite, on fait une occupation qu'on veut participative en faisant participer les occupants qui deviennent non pas seulement des locataires, mais bien des partenaires ou des gardiens des lieux. Et on souhaite que cette occupation transitoire-là mène petit à petit de laquelle puisse se construire un projet de bien commun ou peut-être même un projet immobilier à plus long terme. On a fait plusieurs projets, tant des études de faisabilité que des projets concrets, mais je vais vous rentrer un peu plus dans le détail pour un peu voir comment ça fonctionne tout ça. Dans l'exemple du projet Young, un premier projet pilote d'occupation transitoire. Donc, on avait ici un grand entrepôt vacant, presque pas utilisé, de la ville de Montréal, dans Griffintown. Un cas assez typique. La ville achète le terrain en 2012 pour y faire du logement social. Et entre le moment où le bâtiment est acheté, le terrain, et la construction du projet de logement social, bien, il y a plusieurs années qui s'écoulent. En ce moment, le bâtiment est encore debout, même s'ils l'ont acquis en 2012. Nous, on est arrivé en 2017, ça faisait déjà 5 ans que le bâtiment était vacant, était chauffé au prix d'environ 40 000 $ par année. Et on a négocié avec la ville pour faire un projet pilote d'occupation transitoire. Donc, première étape. On analyse les systèmes, le bâtiment, les travaux minimums nécessaires. Donc, on regarde vraiment qu'est-ce qu'il faut faire dans ce bâtiment-là pour le rendre sécuritaire. C'est sûr que vous connaissez peut-être la notion d'audit. Un audit, c'est un ingénieur qui vient voir un bâtiment et qui dit combien ça coûterait de le remettre à niveau, pratiquement à neuf. Puis souvent, c'est des chiffres qui sont très hauts. Par exemple, l'ingénieur rentre dans une salle mécanique qui date des années 70, va dire a atteint sa durée de vie utile, la salle mécanique est à changer. Nous, on arrive avec un électricien d'expérience, il va nous dire qu'est-ce qui est à remplacer, à changer, à modifier, et on va donc faire des interventions plus sous la forme d'acupuncture qui nous permettent de réduire grandement les coûts. De nous dire à 1,6 million, nous, ça nous a coûté 97 000 pour faire les travaux minimaux afin de l'occuper pendant 22 mois, ce qui légitimise financièrement l'occupation transitoire. Donc, après, on regarde tout ce qui est en termes de balises réglementaires et légales, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du code, du zonage. On bâtit un modèle légal et un cadre financier. Donc, on s'assure qu'il y a des ententes de location. Nous, on a un contact direct avec le propriétaire. Donc, le propriétaire a une seule entente à signer et nous, on s'occupe de faire toute la sous-location, les ententes particulières pour différents occupants. On permet aussi de cette façon-là d'offrir différents modèles d'occupation qui ne sont pas dans le marché, soit des baux de courte durée pour des petits espaces, ce qui est vraiment très utile pour des organisations et des entreprises en démarrage. Ensuite, c'est rendre le projet alléchant. On se rappelle qu'on est dans un entrepôt vide et triste qui est vacant depuis plusieurs années. Donc, on essaie d'essayer de montrer comment est-ce qu'on pourrait occuper ensemble ce bâtiment-là à travers un appel à candidature. Donc, c'est un peu là que notre sauce magique de designer arrive en jeu. Donc, on identifie quels sont les espaces communs, les espaces privés, les espaces partagés. Et on essaie de rendre ça alléchant pour aller trouver des candidats. On fait un appel à candidature. Dans le cas du projet, on avait reçu
pour l'équivalent de 50 000 pieds carrés, alors qu'on en avait seulement 5 000 à louer. Donc, il y avait un grand enthousiasme par rapport à ça. On a aussi mis en place un processus d'appel à candidature pour s'assurer que les gens qui vont être sélectionnés répondent aux objectifs du propriétaire puis aux attentes du quartier. Donc, dans le besoin d'espace abordable, les retombées pour le quartier, le désir de contribuer à la vie du projet et aussi les synergies possibles entre les différents occupants. Par la suite, c'est là que c'est ma partie la plus intéressante. On planifie, on aménage l'espace avec les occupants de façon collaborative et à ça, j'ajouterais avec des matériaux de construction récupérés. On a fait affaire avec EcoCéno et EcoRéno, que vous connaissez peut-être. Donc, on essaie d'avoir une banque de matériaux qui sont issus du réemploi. On invite les gens à se les approprier. On les accompagne pour la construction et donc, on aménage ensemble l'espace, ce qui permet de réduire les coûts d'aménagement clairement et aussi de créer un sentiment d'appartenance pour le projet. Donc, vous avez ici une petite image du bâtiment qui était vide et 2 mois plus tard, 30 organisations qui occupaient l'espace et qui partageaient des espaces communs, un espace polyvalent et qui avaient chacun des activités très distinctes. Avec tout ça, il faut vraiment créer un sentiment disons, une certaine cohérence. Donc, on a mis sur pied tous des modèles de gestion participative pour consolider la communauté d'occupants, pour un peu aussi les responsabiliser, dire que chacun a un rôle à jouer dans la gestion immobilière de celui-là, vu que c'est non seulement des locataires, mais des gardiens des lieux. Et donc, on met en place des modèles de cogestion. Et la chose la plus intangible, la plus importante, c'est comment faire émerger un sentiment d'appartenance et une identité commune. Le plus important pour un projet transitoire, à mon avis, parce que si on veut éventuellement avoir une possibilité de le rendre périn, il faut qu'il y ait un projet, une vocation, une identité commune qui ait le temps d'émerger, puis ensuite qui peuvent être utilisés pour dégénérer un projet commun. On l'a vu, par exemple, dans le projet de l'église à Saint-Adrien, c'est plusieurs acteurs différents qui se mettent ensemble pour occuper. Mais c'est très rare que ces acteurs-là se rencontrent autour d'une table qui vont s'entendre suffisamment pour acquérir. Donc, le projet transitoire, à notre avis, est un incubateur pour ce type de collaboration-là diversifiée qui permet de réutiliser un bâtiment de meilleure façon. Et c'est ça, avec une clé géante et la mairesse, c'est toujours utile pour les communications. Finalement, structurer et valider le projet d'occupation. Dans ce cas-là, le bâtiment allait être démoli. Donc, ça a été notre projet pilote pour bâtir les outils. Puis là, les projets qu'on fait en ce moment visent une pérennité. En chiffres, donc, c'est 35 organisations occupantes, 22 mois 22 mois d'occupation. Je vais passer vite fait. Donc, on a aussi des projets d'occupation sur des vitrines commerciales, un peu dans la même idée. On utilise un bâtiment commercial vacant. On bâtit une communauté d'entrepreneurs en incubation et on les accompagne pour un projet pérenne. Donc, je vais passer vite fait parce que j'ai mal calculé mon temps. Mais en gros, on croit que l'occupation transitoire contribue à l'économie circulaire. Déjà, on limite la quantité de ressources vierges pour protéger les écosystèmes, soit en utilisant ce qui est déjà là et même en intervenant de façon minimum. On intensifie l'usage et les produits. Donc, on utilise au maximum des bâtiments qui sont souvent gardés et chauffés. On allonge la durée de vie des produits. Donc, en l'occupant déjà, le bâtiment se dégrade moins. S'il y a une fuite, les occupants peuvent le voir. Et on s'assure que le bâtiment ne va pas rester abandonné et va devenir une perte totale après 20 ans d'inutilisation. Et finalement, on offre une nouvelle vie aux ressources et on déploie l'économie circulaire sur les territoires parce que ça nous permet de faire des projets assez intéressants ou qui rencontrent différents partenaires de différents écosystèmes, de différents milieux et qui, ensemble, ont le temps de se construire, de se connaître et peut-être de développer une vocation pour des bâtiments qui, avec le marché conventionnel, n'arrivent pas à trouver de vocation. Beaucoup, Philémon. Alors, beaucoup de bénéfices, puis on va pouvoir y revenir dans la période des questions. Mon complice Étienne attend vos questions, justement, vos commentaires sur les différentes présentations, pendant qu'on enchaîne sur la prochaine, justement, notre prochain invité qui est Adam Cornell, qui est un constructeur de maisons passives certifié et un expert de déconstruction et bois de récupération. Donc, il y aura peut-être des liens à faire avec Philémon. Il a rénové sa première maison à 16 ans avec son père et a lancé Unibuilder Deconstruction en janvier 2018. C'est un passionné à cause de sa famille. Il aime le plein air, puis il s'est dit, peut-être qu'il faut redonner, peut-être qu'il faut s'assurer que, justement, on puisse avoir une planète un peu plus saine. Alors, Adam Cornell, à vous la parole. Hello, bonjour. Thank you for that. Bonjour, merci. Je m'excuse, mon français n'est pas très bon, alors je vais devoir faire ma présentation en anglais. OK. OK. Est-ce que tout le monde peut m'entendre?
Alors, je suis le fondateur et le PDG de Unbuilder. Nous avons une autre compagnie qui s'appelle Heritage Lumber, qui est un courtier pour les matériaux récupérés que nous déconstruisons. Alors, certainement, Philémon, on aimerait bien fournir votre entreprise. C'est une excellente utilisation de vieux matériaux. Bon, je vais plonger tout de suite dans le problème avec les déchets de construction dont on a parlé dans l'introduction de cette séance. Alors, au Canada, la construction et la démolition, c'est le numéro 1, le contributeur numéro 1 pour ce qui va dans les déchets solides dans nos dépotoirs. C'est environ 4 millions de tonnes de déchets par année, environ 37% des déchets dépendamment des régions. Et lorsque ça se décompose dans le dépotoir, ça crée environ 20 millions de tonnes de CO2 qui sont relâchées dans l'atmosphère. Alors, ça contribue au gaz à effet de serre, au changement climatique. Lorsque vous regardez ce qui est jeté, c'est environ 1,5 million de tonnes, un autre 35%, c'est du bois qui est toujours réutilisable ou au moins recyclable. Et lorsque vous regardez les pertes en bois, c'est surtout, il y a beaucoup de vieux bois, surtout dans l'Ouest, mais aussi dans l'Est. Et ce vieux bois vaut plus cher, alors c'est encore une plus grosse perte quand ça se ramasse dans les dépotoirs. Alors, rapidement, voir la différence entre nos services et les services de démolition. Ça, c'est une démolition standard. Bon, plusieurs avons déjà vu plusieurs fois dans nos communautés où on fait rentrer une pelle mécanique et on démolit un bâtiment rapidement, complètement, et toutes les ressources du bâtiment, essentiellement, parce qu'on va le faire très rapidement et pas cher, ça se ramasse dans le dépotoir ou Bon, la plupart des gens qui embauchent des gens, de tels gens qui font des démolitions, c'est parce qu'ils veulent faire ça rapidement. Alors, notre solution, c'est une solution plus circulaire. Nous avons des déconstructeurs qui déconstruisent des bâtiments, autant résidentiels que commerciaux. Nous avons Heritage Lumber, la compagnie qui vend du bois récupéré, et on a un partenaire avec Habitat for Humanity, qui est un autre organisme du non lucratif. La plupart des biens sont donnés à Habitat for Humanity qu'ils vendent et ils utilisent les profits pour bâtir des maisons pour les gens défavorisés. Alors, Unbuilders, l'année dernière, nous avons enlevé près de 1500 tonnes des sites d'enfouissement, où on a évité 7500 tonnes de CO2. Et typiquement, on recycle environ 95% d'un bâtiment. On a réussi à frapper 99% pour plusieurs projets résidentiels. Alors vraiment, les bâtiments, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie et qu'on va les démolir, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui ont besoin d'aller dans les sites d'enfouissement. Tant qu'on donne le temps à la compagnie pour le déconstruire de façon durable, on peut récupérer presque tout. Si on regarde de quoi a l'air une déconstruction, on s'est amélioré. On utilise maintenant des grues pour que ça se fasse plus rapidement. Alors, voici un projet résidentiel. On a pris une grue, on a défait ça en panneau et on a défait cette maison-là en 2 jours. Alors que lorsqu'on le faisait à la main, certains projets, il faut le faire par la main, mais ça aurait pris typiquement environ 3 semaines pour déconstruire à la main. Alors, on essaie d'évoluer le processus de déconstruction pour être en directe concurrence avec les entreprises de démolition. Ça va toujours prendre un petit peu plus de temps et naturellement, ça coûte un petit peu plus, mais on peut s'accélérer et coûter moins cher. Alors, si on regarde les matériaux qu'on récupère, c'est des peuplements vieux. C'est pas juste la matière première. On aime regarder au niveau plus profond. Ça fait partie de l'histoire canadienne qu'on est en train de récupérer. Alors, manifestement, le Québec est beaucoup plus vieux que la Colombie-Britannique, mais néanmoins, on est un pays quand même relativement jeune, mais nos bâtiments, nos villes ont été construites avec ces vieux arbres. Bon, il faut plus les récupérer que simplement les traiter comme des matériaux pour les sites d'enfouissement. Cette ressource rare, à chaque démolition qu'on fait, ça nous fait perdre de ce vieux bois. Et si on regarde le bois recyclé, généralement, l'avantage du bois récupéré, bon, le vieux bois est 3 fois plus solide que le nouveau bois, et le bois récupéré en général
utilise 12 fois moins de carbone. Alors, ça fait que ce vieux bois, c'est le plus vert pour les projets de construction. Alors moi, je vous suggère de regarder d'utiliser le vieux bois parce que ça va diminuer votre empreinte de carbone si vous construisez un nouveau bâtiment avec du vieux bois. Il y a plusieurs stations. Désolé, mon fils d'un an essaie de rentrer dans la salle. Il y a plusieurs stations pour le bois récupéré. J'ai fourni quelques photos de projets que moi j'ai installés lorsque je construisais encore. Et on veut vraiment montrer que s'il va y avoir du bois dans le projet, pourquoi pas du bois récupéré? Bon, vous pouvez le traiter, le finir pour qu'il ait l'air de n'importe quel bois moderne, ou vous pouvez garder la vieille apparence, et on connaît tous bien ça, la vieille apparence. Maintenant, si on regarde les impacts positifs de la déconstruction et pourquoi vraiment ça doit devenir un service obligatoire lorsqu'un bâtiment doit être défait, je suis d'accord durant la présentation qu'on a besoin de conserver nos bâtiments, surtout ici à Vancouver, où c'est la capitale de la démolition du monde. Si on peut dire, il y a très peu de récupération de bâtiments. La plupart des bâtiments sont démolis. Mais si on peut faire cette transition vers la déconstruction, qui je crois qu'on va le faire dans le pays, les avantages sont immenses d'avoir la de déconstruction plutôt que la démolition. Si on regarde les effets environnementaux, j'en ai déjà parlé, on peut éviter de mettre 4 millions de tonnes de plus de déchets dans nos sites d'enfouissement. Ça, c'est beaucoup de carbone aussi qu'on évite de mettre dans l'atmosphère. Et nos dépotoirs, nos sites d'enfouissement sont déjà pleins. Alors, non seulement on diminue autant à Vancouver que les deux sites d'enfouissement dans la région de Vancouver vont frapper leur maximum dans 6 ou 8 ans, près de 10 ans en avance. Alors maintenant, ils vont devoir soit occuper plus de terre qui a une grande valeur pour augmenter la taille du site d'enfouissement. Dans le cas de Victoria, ils devraient couper des arbres pour faire plus de place pour le site d'enfouissement. Alors, c'est un gros problème, le remplissement des sites d'enfouissement. Il faut éviter de mettre des choses dans les sites d'enfouissement. L'impact social maintenant de la déconstruction sont aussi importants. Bon, j'ai parlé du fait que notre partenariat avec Habitat for Humanity fait que les profits peuvent permettre des logements abordables. Alors, en déconstruisant, vous pouvez aider les personnes défavorisées à avoir des logements. Et au niveau microscopique, bon, l'impact social. La déconstruction, c'est bon pour les communautés. Nos équipes viennent de la communauté et c'est un changement intéressant lorsqu'on arrive sur un site. Typiquement, la démolition des bâtiments, ça peut être très négatif pour la communauté, surtout si le bâtiment avait une valeur historique ou était assez âgé. Mais on le voit rapidement, lorsque les gens se rendent compte qui on est, qu'est-ce qu'on va faire, cette expérience négative devient positive. Les voisins viennent à notre site à tous les jours pour parler à notre équipe. Ils sont emballés de tous les matériaux qu'on récupère. Alors, ça devient positif. Les voisins aiment mieux ça, avoir une déconstruction qu'une démolition. Et du point de vue de la santé, le secret sale de la démolition, c'est que le bâtiment qu'on démolit, il y a encore de l'asbestos, de l'amiante et des matériaux dangereux et c'est envoyé dans la communauté, dans le site d'enfouissement et ainsi de suite. Alors nous, on sait parce que dans nos projets de déconstruction, même après avoir atténué l'amiante, il y a des professionnels pour dire que ce bâtiment est libre d'amiante. Généralement, il y a un minimum de 2 rappels pour aller enlever plus d'amiante une fois qu'on commence à déconstruire. Et ça se produit souvent, il y a souvent de l'amiante. Alors, la seule façon d'enlever de façon sécuritaire ces contaminants lorsqu'un bâtiment va être défait, c'est de le déconstruire doucement. Et maintenant, le côté économique. La déconstruction, c'est très bon pour l'économie. Ouais, c'est le point qu'on tente d'expliquer avec les politiciens lorsqu'on leur parle. Si on va de la démolition à la déconstruction, on va créer environ 250 000 d'emplois au Canada. Et ça, c'est juste les services lui-même. Ça inclut pas tous les autres emplois secondaires comme le transport, le vente des bâtiments, des matériaux usagés, les concepteurs, architectes et menuisiers. Alors, ça a tout un effet sur l'économie, cette transition. De même que juste au point de vue purement financier, on a calculé que c'est environ 19 milliards de dollars par année. Ça, c'est juste regarder le service et le bois récupéré et pas tous les
activités secondaires qui en découlent. Bon, maintenant, si on regarde l'avenir, il y a plusieurs choses que nous devons faire pour vraiment passer vers un avenir durable. Primo, il faut que la déconstruction soit la norme de l'industrie. Si un bâtiment doit être défait, il faut qu'il soit déconstruit, non pas démoli. Il faut qu'on incorpore des matériaux usagés dans les nouveaux bâtiments et il faut qu'on conçoive des nouveaux systèmes pour l'installation. Bon, dans la photo ici, on est en train de déconstruire un bâtiment, d'abord en grands morceaux. Plus on fait des bâtiments préfabriqués, plus c'est facile à déconstruire. Parce que si on peut avoir une approche berceau à berceau pour les bâtiments, pour qu'on puisse les réutiliser, et aussi, au point de vue des matériaux, il faut qu'on soit capable de concevoir nos produits pour la déconstruction. Lorsqu'on fait un plancher, qu'on l'enlève et sans être obligé de démolir tous ces morceaux. Alors, tout ce cycle de vie et la fin de vie du bâtiment doit être pris en considération lorsqu'ils sont conçus et construits. Ça ne s'est pas encore produit et on a vraiment besoin d'évoluer cela. Merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup. Alors, on l'a vu, il y a quand même il y a des choses qui se font, il y a des enjeux. On se rend compte que on accélère un peu dans les infrastructures et on l'a vu particulièrement au Québec parce que on a eu à bâtir une infrastructure qui était majeure, qui est le pont Champlain. Et on a avec nous Audrey Atwood, qui est géographe et urbanologue. Elle est justement spécialiste du développement durable et partie prenante à la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés. Et j'ai très hâte de l'entendre parce que on a ce grand défi de déconstruction de l'ancien pont Champlain qui a été remplacé par celui qui s'appelle maintenant Samuel de Champlain. Et j'ai hâte de voir comment on fait ça. Alors, Audrey, à vous la parole. Merci, Marie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, oui, le pont Champlain d'origine, c'est un pont qui est, pour ceux qui n'habitent pas au Québec, qui se situe dans la grande région métropolitaine de Montréal et qui est un lien qui permettait, je dis permettait parce qu'on est en train de le déconstruire, de rejoindre la rive sud à la ville de Montréal. Donc, juste quelques chiffres. Il a été construit en 1962 et la décision de le déconstruire suite à une fin de vie utile s'est fait en 2019. J'aimerais souligner que c'est un pont qui était de 3,4 km. Alors, évidemment, ce que je vous présente, c'est un chantier d'envergure, mais on peut très bien penser à des initiatives ou des processus identiques pour des plus petites infrastructures, autres que des ponts d'ailleurs. Donc, je vais essayer de faire des parallèles. Nous, c'est 3 ans de travaux sur 2 plans d'eau. Donc, ça a des impacts au niveau environnemental. 2 secteurs résidentiels qui sont impactés par certains éléments. Du transport par camion et par barge. Je vais vous expliquer tantôt les différentes innovations qui ont été mises en place et la proximité du nouveau pont Champlain qui s'est fait vraiment juste à côté de l'ancien pont Champlain. Alors, comme je vous le disais, dès le départ, à la Société des ponts Jacques-Cartier Champlain, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce projet-là pour atténuer et mitiguer les impacts sur l'environnement et au niveau du développement durable. Donc, on a mis en place des mesures d'atténuation, par exemple au niveau des habitats du poisson et des milieux humides. On a fait des partenariats avec de nombreuses universités et centres de recherche pour travailler sur les différents matériaux et sur la vie utile des matériaux. On a fait des programmes, un vaste programme de valorisation des matériaux, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et finalement, on a pensé aussi comment on pouvait mettre en valeur l'actif. Donc, ce qui va rester, on a décidé de garder certaines piles pour mettre en valeur l'histoire de ce pont qui a été quand même majeur dans le développement économique de la grande région montréalaise. Alors, quand on a commencé à
quand on a su qu'il fallait déconstruire le pont, on a commencé à regarder comment on allait l'opérer sous des lunettes de développement durable. Puis, on a regardé par rapport aux matériaux. Donc, nous, c'est surtout du béton et de l'acier qui forment le pont. Quelles étaient les filières actuelles? Donc, pour le béton, notre compréhension, c'est que le marché était assez efficient dans le recyclage et la réutilisation des matériaux. Donc, on pense évidemment à du remblai ou comme recyclage pour faire un nouvel agrégat. Pour l'acier, si nous laissions agir le marché, donc ça a une valeur quand même très importante. D'ailleurs, quand ça s'est su à l'international qu'on déconstruisait le pont, on a eu des appels du Bangladesh, de plein d'endroits qui sont spécialisés dans le recyclage d'acier parce que ça a une valeur marchande très importante. Mais c'est là où je vous dirais où nous, on a voulu faire une différence. Si on regarde le schéma ici, donc pour l'acier, l'objectif en général, c'est qu'il y a 93% dans les projets d'infrastructures majeures, dans les projets de déconstruction, démolition d'infrastructures majeures, qui sont recyclés, donc qui sont utilisés, fondus et où on reforme d'autres pièces. Puis il y a seulement 6% qui sont réutilisés, c'est-à-dire sous leur forme actuelle. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment augmenter cette part de réutilisation. Parce que on s'entend, recyclage, c'est superbe, sauf que ça utilise quand même beaucoup de gaz à effet de serre parce que il y a du transport, il y a de la fonte, puis il y a du remoulage. Alors, on a regardé quelles étaient autour de nous, quelles étaient les expériences au niveau de réutilisation de pièces de pont. Donc, en voici quelques exemples. Alors, on a continué à rechercher à l'international s'il y avait des expériences qui pouvaient être similaires à la future nôtre. Et on a il y a quelques années, le Bay Bridge, qui est un pont qui reliait Auckland à San Francisco, qui a été déconstruit. Vous voyez l'ancien pont sur la droite et le nouveau pont qui s'est construit plus vers nous. Donc, on était exactement dans la même situation à Montréal avec le pont Champlain d'origine et le pont Samuel de Champlain. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé tout un programme de valorisation de l'acier. Ils ont créé un catalogue et ils ont fait un concours pour offrir les pièces à ceux qui souhaitaient les réutiliser. Je parle bien de réutiliser et pas de recycler. Alors nous, fort de cette expérience et à ce transfert de connaissances, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire au Québec par rapport à ces éléments-là. Donc, on s'est dit, bon, alors il faut des méthodes de déconstruction efficaces. On fait une distinction entre démolition et déconstruction. Déconstruction, dans les projets d'infrastructure, c'est vraiment une déconstruction qui implique une déconstruction sélective et réfléchie des éléments bâtis en vue d'en recycler ou réutiliser tout en partie des matériaux. Donc, on a développé des méthodes avec le consortium qui a pris en charge le chantier pour garder certaines pièces en l'état. Ensuite, on s'est dit, il faudrait qu'on pense à comment on va transporter ces matériaux pour la réutilisation et le recyclage. Donc, on a mis des clauses dans le contrat avec notre consortium, notamment que les matériaux devaient rester dans un pourtour, dans une circonférence de 150 km du chantier. Ensuite, on s'est dit, bon, quelles sont nos différentes possibilités de valoriser? Donc ça, je vais vous en parler tantôt. Et finalement, la mise en valeur de l'actif pour à des fins de commémoration sur le pont. Quelques chiffres sur le pont, je vous disais tout à l'heure, 3,4 km. Donc, c'est 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte à valoriser. Je vous dirais que
les volumes sont si importants qu'on a dû développer plusieurs stratégies afin de faire le recyclage, de nous tourner vers le recyclage et la réutilisation. Alors, évidemment, comme je vous disais, on s'est engagé avec le consortium à travers certaines clauses du contrat. Ils se sont engagés à valoriser 95% de la masse de béton et 100% de la masse d'acier. Donc, on comprend la masse d'acier, c'est parce qu'il y a une grande valeur marchande. Nonobstant ça, on s'est dit à PJCCI, nous, on aimerait porter des projets. Donc, on a développé un concours qui se passe actuellement, qui permet d'offrir jusqu'à 400 pièces à des organisations québécoises qui le souhaitent pour faire des projets. Évidemment, on parlait de commémoration, d'histoire. Le pont avait une valeur pour les citoyens et de la grande région de Montréal. Donc, il y aura probablement des pièces souvenirs à terme qui seront proposées. Et puis, on s'est dit, bon, ben, c'est bien beau de proposer à des organisations de prendre des pièces pour leurs projets, mais nous aussi, on va regarder à l'intérieur de notre portefeuille d'actifs et à l'intérieur de nos projets actuels, comment on peut réutiliser certaines pièces. Alors, on pense évidemment à autant des panneaux d'interprétation, elles peuvent être utilisées pour des bancs, elles peuvent être utilisées pour du soutien sur des infrastructures, passerelles, vélos et piétons. Je vous donne quelques exemples. Finalement, l'ultime, c'est le recyclage, comme je vous disais. Alors, le concours, c'est actuellement, il y a un appel de participation. Vous pouvez taper Déconstruction Champlain, vous allez avoir les informations. Donc, jusqu'au 31 mai, on a fait un appel de participation. Il y a près de 90 formulaires qui ont été reçus à date. Donc, il reste encore quelques jours. Et puis, il y a une période de dossier de concours. Donc, ça, c'est plus conséquent, qui va se dérouler du 1er au 31 décembre 2021. L'évaluation des dossiers par un comité d'experts de 7 personnes formées d'ingénieurs, architectes, artistes, professionnels en design urbain à l'international vont évaluer les projets de janvier à mars 2022 et vont proposer des recommandations à PJCCI. Et les pièces seront disponibles au printemps-été 2022, si tout va bien dans la déconstruction. Alors, les projets qu'on cible, c'est vraiment des projets à expression architecturale, artistique, commémorative et ou créative. Et on privilégie évidemment les projets publics pour que tout le monde puisse en profiter. Je finis. J'aimerais finir en disant on n'y serait pas arrivé à développer ces programmes-là si on n'avait pas eu nos parties prenantes à nos côtés. Que ça soit le consortium, on a fait beaucoup d'activités publiques pour avoir les idées des gens, comment ça serait perçu. Donc, je vous ai mis quelques initiatives ici. Pour finir, si vous voulez suivre le projet de déconstruction, il y a des caméras live, c'est bien avancé déjà. Et puis, vous avez le site Internet aussi pour accéder au projet de concours. Merci infiniment, Audrey. C'est juste de voir les quantités, c'est vraiment quelque chose qui nous jette à terre. Alors, je pense que ça va être fort intéressant d'échanger parce qu'on voit, il y a différents défis, mais même si les quantités divergent, il y a certains points de convergence. Et comme je vous l'avais dit, j'ai des complices aujourd'hui. Et là, maintenant, vous allez rencontrer Étienne Anger, qui est mon complice, qui est votre voix pour les questions. Et déjà, Étienne, je pense que ça s'active sur la boîte de clavardage. Oui, absolument. L'immobilier est en feu, si on peut dire. Donc, beaucoup de questions. On aurait 2 premières questions pour M. Philémon Gravel. Simplement, est-ce qu'il y a, à votre avis, une estimation du nombre d'occupations transitoires aujourd'hui pour Montréal et pour le Québec? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un outil pour répertorier ces différents bâtiments vacants qui seraient propices à ce genre d'utilisation pour le Québec? Alors, Philémon, est-ce qu'on a cette plateforme magique où on pourrait trouver tout ça?
Eh bien, écoutez, le nombre de projets transitoires, malheureusement ou heureusement, mais on souhaite que ça change. On est les seuls en ce moment à faire ça au Canada, là, cette démarche-là. Vous avez compris que ça prend beaucoup de différentes expertises. C'est carrément un petit projet immobilier encapsulé. Mais en Europe, c'est vraiment rendu inscrit, même dans les grands projets de requalification. On a une phase transitoire planifiée. On passe en concours d'architecture. Le transitoire est évalué parce que ça a démontré que ça permettait de trouver des idées, déjà utiliser le bâtiment pendant que le projet était conçu, puis optimiser les ressources. Mais ici, c'est encore un projet ou une stratégie qui est en démarrage. Mais on a la Cité des Hospitalières. On va sûrement avoir un projet à l'ancienne gare d'autocar. Il y a aussi les artères commerciales sur lesquelles on travaille le projet Young. Il y en a quelques-uns qui s'accumulent, mais pour l'instant, c'est nous principalement qui s'en occupons. Sur la question de l'inventaire des bâtiments vacants, mais on s'est beaucoup penché là-dessus. En ce moment, l'inventaire le plus à jour, c'est les pompiers qui l'ont parce qu'ils doivent prendre ces mesures-là pour des questions de sécurité. Si jamais ils ont à intervenir sur un bâtiment, ils doivent savoir qu'est-ce qu'il en retourne avec les occupants ou avec le danger. Mais c'est des données très dures parce que la mise à jour doivent être fait constante. Puis comme n'importe quel inventaire, la question, c'est à quel point on peut le mettre à jour et quelles sont les ressources nécessaires pour le mettre à jour. Mais il y a quelques inventaires qui existent. C'est intéressant. On peut aussi, j'imagine, regarder du côté du gouvernement du Québec avec le patrimoine. Est-ce que ça, c'est aussi une option? Parce que vous l'avez dit dans votre présentation, plusieurs de ces édifices-là sont des édifices patrimoniaux. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des utilisations transitoires pour ces édifices qui ont besoin d'amour, par exemple? Ben moi, c'est la raison pour laquelle j'ai cofondé l'entreprise. J'ai une formation en architecture, profil conservation du patrimoine bâti, puis c'est juste le constat que le marché conventionnel n'arrive pas à requalifier des bâtiments quand ils sont patrimoniaux. Ben, plus difficilement, ça coûte plus cher qu'en construire un neuf. Il faut trouver les usages qui sont le plus adaptés au bâtiment et non pas l'inverse. Et cette stratégie-là, dans le milieu de l'architecture de développement immobilier, c'est pas la plus courante. Donc, à notre avis, l'occupation transitoire, c'est vraiment une stratégie de protection du patrimoine à part entière. Intéressant, en plus de valoriser l'économie circulaire. Étienne, il y a d'autres questions, entre autres, je pense, sur la réglementation. Oui, exactement. Donc, pour M. Flémont-Gravel, encore une fois, donc comment ces projets de réaménagement peuvent se faire dans le cadre légal actuel dans la construction, qui a quand même certaines normes et permis à respecter. Donc, comment concrètement vous pouvez faire ces changements-là tout en respectant le cadre légal du Québec? Étienne, si vous me permettez, là, moi, je vais l'ouvrir à tous nos participants parce que je pense qu'il y a des enjeux réglementaires. Par exemple, j'imagine à Vancouver, quand on déconstruit et qu'on utilise ces matériaux-là, et j'imagine la même chose avec des matériaux valorisés du Pont Champlain. Donc, moi, je me prends cette liberté d'ouvrir la question à tous, puis je commencerai peut-être par Adams pour savoir s'il y a des enjeux de réglementation qui sont peut-être un peu différents du Québec. Donc, Adam, est-ce qu'il y a des freins avec la réglementation qui limitent l'utilisation de produits recyclés ou de construction avec des produits recyclés ou encore dans le contexte de déconstruction si c'est plus complexe? Yeah, absolutely. Oui, absolument. Au Canada, en général, le Code du bâtiment ne permet pas au bois revalorisé d'être utilisé en construction. On a eu certains projets qui ont essayé d'utiliser ça et l'ingénieur civil n'a pas pu valider le projet. Donc, il y a vraiment du travail à faire pour réévaluer les matériaux de construction et de modifier les codes du bâtiment pour leur permettre d'utiliser ces matériaux dans la construction. Et comme Philémon a dit, tous les projets à Vancouver et à Victoria, ces bâtiments sont vacants pendant des années parce que le lotisseur, le développeur ne veut pas composer avec cette période de transition, avec des locataires. Donc, une entreprise comme la sienne aurait beaucoup de succès ici pour permettre aux gens d'utiliser ça comme un logement de transition. On avait un entrepôt qui allait être démoli et on a réussi à l'utiliser pendant 1 an à un loyer très bas. Philémon, les contraintes réglementaires, est-ce que c'est majeur pour vous? Je pensais juste à l'assurance et toutes ces choses-là. J'imagine que ça a l'air plus complexe que si on prend un édifice qui est déjà sur le marché, par exemple. Ben, pour être honnête, c'est super compliqué. Là, on sait que la loi est faite pour encadrer ce qui existe déjà, pas ce qui pourrait exister. Puis on va avec cette prémisse-là. Mais écoute, il y a toujours une zone grise avec laquelle jouer. Principalement, il faut se conformer au code du bâtiment puis au zonage.
Pour le zonage, on commence à développer des outils. On est mandaté par le service de développement économique pour faire justement une boîte à outils, développer des outils qui pourraient assouplir certaines réglementations en termes de zonage, comme le zonage conditionnel. Pour ce qui est du code, on sait par exemple que les pompiers peuvent autoriser des événements dans des bâtiments qui sont non conformes, avec certaines mesures supplémentaires à l'ajout de gicleurs personnels. Donc, on essaie de voir comment cette stratégie-là qui est déjà en place pour les événements pourrait s'appliquer à l'occupation. Mais tu sais, la grosse solution qu'on trouve, c'est on part avec qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, on n'a pas déjà un projet en tête. Fait qu'on regarde le bâtiment, on regarde c'est quoi le minimum de travaux à faire pour l'usage le plus facile à intégrer, souvent avec des droits acquis. Donc, on reprend le même usage que ce qui était. Donc, on n'a pas besoin de remettre aux normes. Donc, c'est tout un exercice là, de gymnastique pour essayer de trouver quelque chose qui est facile à faire rapidement. C'est quoi? C'était de mettre le triangle dans le cercle, ou je sais plus trop, là, mais c'est ça. Vous devez trouver la quadrature du cercle. Audrey, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est plus complexe quand vient le temps de, tu sais, je regardais le 95% de la valorisation du béton. Il faut trouver des avenues et il faut que ces avenues-là soient réglementaires. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que nous, on est régis par de très nombreuses lois fédérales en matière d'environnement, mais aussi ingénierie. Je vous les listerai pas parce qu'elles sont vraiment importantes, mais faut s'assurer que, évidemment, le repreneur, quand c'est le cas du recyclage, ait une intégrité. Donc, on fait des recherches avec notre direction des approvisionnements et affaires légales pour s'assurer que tout est conforme. Donc, on doit lever les freins pour innover. Alors, Étienne, est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Oui, 2 excellentes questions pour Adam Cornell, proche du Pacifique. Donc, pour ces projets de déconstruction très intéressants, qu'est-ce qui est le principal facteur de motivation pour les clients? Et au final, quel est le surcoût estimé versus un projet de démolition traditionnel? Donc, Adam? So the main motivator for me was Donc, pour moi, le facteur de motivation, c'est à Vancouver, on fait beaucoup de démolitions. J'ai des antécédents en construction. J'avais un atelier de bois et on incorporait l'économie circulaire dans nos projets à petite échelle. Et je connaissais la valeur du bois. Dans l'Ouest, c'est du bois ancien. Et on voyait ce bois ancien aboutir dans le dépotoir. Et moi, je disais que c'est fou. Donc, on a essayé de déconstruire nous-mêmes. Et au cours des 5 dernières années, j'ai fait la transition entre la construction à la déconstruction. Et ensuite, j'ai commencé dans le secteur résidentiel. Et par poids, c'est 60% des fondations sont en béton qui est recyclé. Et le bois, c'est l'élément majeur pour nous, pour récupérer. Et heureusement, dans cette région, nous avons de l'infrastructure et tout peut être recyclé, les plâtres, des murs, les toitures, tout sauf les matières isolantes et le stuc. Et pour vos clients, et le coût, typiquement, le coût est plus important au début, mais à l'aide de notre modèle avec nos partenariats et nos organismes de bienfaisance, nous recevons des reçus à fin d'impôt et cela permet de contrebalancer les coûts de la déconstruction. Nous achetons également l'édifice, donc ça nous permet de rester concurrentiels. On voit qu'il y a encore des freins à l'innovation. Moi, je pense que les preneurs de décision, que ce soit au niveau municipal, au niveau national, ont peut-être une réflexion à faire pour vous faciliter la vie et peut-être vous donner davantage d'outils. Adam Cornell de Unibuilders, Audrey Atwood des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporé et Philémon Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous et restez, vous, avec nous parce qu'on s'en va vers une pause, mais une pause qui va vous permettre d'en savoir davantage justement sur et Sonia en a parlé, sur les faits saillants du rapport de la circularité. Alors, j'ai très hâte de voir vos réactions parce qu'on a une petite question quiz au retour. Alors, écoutez bien pendant la pause. À tantôt.